Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre premier rendez-vous de l'industrie pour nos étudiants des écoles de mode du Québec, soit les étudiants du campus Notre-Dame-de-Foix, de l'École supérieure de mode, du Collège Marie-Victorin et du Collège La Salle. Je veux saluer aussi les quatre panélistes qui sont avec moi. Donc, on a Camille Goyette-Gingras de la coopérative des couturières Pop. Bonjour Camille. On a Jonathan Leclerc de Martineau Footwear et de la boutique Amimoc à Québec. Bonjour Jonathan, ça va bien? Bonjour, ça va, Raphaël merci. Bonin de Station Service. Bonjour Raphaël. Et Julien Proux de la bijouterie Well Done. Bonjour Julien, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Ben oui. Merci d'être avec nous. C'est vraiment un privilège de vous avoir avec vous ce soir comme panéliste. Je vais commencer par juste brièvement parler un petit peu à nos étudiants de la grappe M-Mode. Donc, la grappe M-Mode, c'est la grappe métropolitaine de la mode. C'est une organisation qui supporte les entreprises de mode du Québec. Donc, quand on parle d'entreprise, on parle de créateurs. Julien, dans ton cas, là, la bijouterie Weldon, c'est une entreprise de création. On parle de manufacturiers comme Jonathan et Camille. Il y a aussi des distributeurs, des grossistes, des agences et des détaillants, dont Raphaël fait partie de notre pilier des détaillants. Notre rôle chez M-Mode, c'est vraiment de travailler sur 4 grands défis, 4 grandes priorités de l'industrie. Nos 4 grandes priorités sont l'exportation, l'image de l'industrie, la main-d'œuvre et l'innovation. Donc, dans notre jargon, dans le jargon des grappes, on appelle ça les chantiers de travail. Donc, ce sont nos 4 chantiers de travail chez M-Mode. Mais je veux surtout vous dire, parce que ce soir, on s'adresse aux étudiants, puis oui, M-Mode, on veut faire de plus en plus de choses avec nos étudiants, puis on veut vous communiquer de plus en plus d'activités qu'on veut faire. Donc, je vous inviterai dès maintenant à nous suivre sur Instagram. Donc, vous pouvez nous suivre sur l'Instagram @mmodemtl, donc MMODEMTL. Nous suivre aussi sur la page de la campagne MTL Style qui est @MTL Style_. Vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook de M-Mode. Donc, vous allez nous trouver sous M-Mode MTL sur Facebook. Et aussi une page où est-ce qu'on donne beaucoup d'informations, c'est évidemment notre infolettre. Et pour trouver notre infolettre, elle est disponible sur le site mmode.ca, donc mmode.ca. Et vous avez un petit menu, si vous êtes sur votre téléphone, votre mobile, un menu burger qui va vous amener à une plage pour écrire votre courriel pour suivre notre infolettre. Ou encore, si vous êtes sur votre ordinateur, le bouton en haut à droite, c'est le bouton infolettre qui va vous permettre de nous suivre. Alors, sans plus tarder, je vais demander à nos 4 invités de se présenter. On va faire un premier tour de table. Donc, quand vous vous présentez, peut-être, en plus de saluer notre auditoire là, qui provient des écoles de mode, c'est évidemment de parler brièvement de votre entreprise, de votre organisation pour laquelle vous travaillez. Qu'est-ce que vous faites aussi à l'intérieur de l'organisation? Puis, immédiatement après le tour de table, on va rentrer dans le vif du sujet. Puis le sujet que les écoles nous ont demandé de discuter, c'est la situation du COVID. C'est qu'est-ce qui se passe depuis mars 2020 dans nos entreprises? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a un avenir dans notre industrie? Là, beaucoup d'étudiants se posent ces questions-là parce qu'évidemment, des fois, on entend des très bonnes nouvelles, que ce soit des nouvelles, par exemple, reliées à l'équipement de protection individuelle où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois, mais aussi des nouvelles d'entreprises qui se mettent sous la loi de la protection de leurs créanciers ou encore la loi de la protection de la faillite. Alors, on va pouvoir en discuter ensemble là, ce soir avec nos invités. Pour les étudiants qui souhaiteraient poser des questions, donc vers 17h15, 17h20, on va commencer à aller avec les questions des étudiants puis les questions des enseignants. Sur la page de notre diffusion, de notre stream, il y a un petit onglet commentaires que vous pouvez écrire votre question là, puis c'est moi qui vais la recevoir, puis je vais pouvoir la poser à nos panélistes. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Julien à présenter Bijouterie Well Done. À toi, Julien. All right, merci Mathieu. Dans le fond, c'est ça. Well Done, c'est une compagnie de bijoux. On fabrique tout à la main à Montréal depuis 2011. Moi, j'ai rejoint l'équipe en 2017. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ma blonde est la designer et la fondatrice. Donc, ça fait déjà un bout de temps que je la voyais faire.
Et en fait, en 2017, quand j'ai rejoint l'entreprise, là, j'ai vraiment pris des rôles pour ce qui était développement des affaires, le numérique et la commercialisation, là, disons, à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment de ça que je m'occupe. En fait, là, depuis à peu près, depuis ce temps-là, on a vraiment une progression qui est assez intéressante en ligne et en boutique. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites comme bijoux principalement? Pour femmes, style bohème, là, on a rajouté une ligne de basics dernièrement. C'est vraiment des bijoux de tendance là, qu'on fait. C'est accessible quand même aussi. C'est pas des produits là, que tu ne pourras pas porter. C'est vraiment comme la touche que tu vas ajouter qui va te permettre là, d'ajouter la touche à ton outfit. Parfait. Merci, Julien. Raphaël, ça serait à toi de présenter Boutique Station Service. Alors, bonsoir Raphaël, ça va bien? Bonsoir, ça va bien, toi? Ben oui. Good. Oui, donc, je m'appelle Raphaël Bonin. Je suis la fondatrice et propriétaire de la boutique Station Service sur la rue Rachel. Donc, Station Service, à la base, c'est un service de location de vêtements de créateurs locaux et on a aussi un volet de vente, donc produits beauté, accessoires, des vêtements aussi, autant des basics, mais des pièces aussi uniques qu'on veut garder pour toujours dans sa garde-robe. Station-service, dans le fond, avec la pandémie, c'est sûr qu'on a adapté un peu notre offre. Donc, on a mis le service de location sur pause puisqu'il n'y a plus d'événements. Et on mise sur des produits vraiment spécifiques. On a vraiment intégré une nouvelle gamme de différents produits locaux. Donc, c'est ça, majoritairement, là, on travaille avec 70 créateurs d'ici, 4 créateurs éthiques d'ailleurs. Puis là, on vient d'ouvrir notre pop-up pour le temps des fêtes. Donc, c'est une boutique éphémère qui est jusqu'au 31 décembre, d'autres produits locaux pour hommes, femmes, enfants, des idées cadeaux locales et éthiques. Mais c'est vraiment des compagnies d'ici. Puis, dans le fond, c'est ça, on a notre site web aussi, donc on a des ventes en ligne aussi. Alors, toute la partie web a pris de l'expansion avec la pandémie. Donc, je dirais que c'est ça. Fait que tu as 3 points de service pour ta clientèle, c'est-à-dire une boutique pop-up, la boutique principale de l'entreprise, puis le site web. C'est bien ça? Exactement. All right. Camille Goyette-Gingras de la coopérative de couturières pop. Bonsoir Camille. Est-ce que tu veux nous présenter ton entreprise qui a un modèle d'affaires très innovant et très peu connu? Alors, oui. Camille. Donc, vous m'entendez? Très bien. Bon, excellent. Moi, c'est Camille Goyette-Gingras. Je suis cofondatrice et maintenant directrice générale de la coop Couturière Pop. Nous, on est en activité depuis juillet 2019. On est une coopérative de travailleuses. Là, pour l'instant, on est 100% des femmes. Ça donne de même. On est un manufacturier, donc on est un fabricant de produits du textile, principalement. En fait, ça dépend des moments, mais vêtements, ça peut être accessoires maison aussi également. On s'est vraiment démarqué pendant la COVID parce que on a fait un appel à tous là, suite au gouvernement qui demandait aux manufacturiers de produire des équipements de protection individuelle. Et nous, on a réussi à mobiliser les couturières qui n'étaient pas déjà mobilisées par les usines. On a reçu 5400 candidatures de couturières en pleine pénurie de main-d'œuvre. Bref, ça nous a vraiment lancé parce qu'il faut se rappeler qu'on était 4 couturières, une équipe de 4 personnes à notre lancement. Donc, maintenant, on est 23. On vient d'ouvrir un nouveau local là, magnifique de 6000 pieds carrés avec un équipement neuf. On se prépare à recommencer à faire des équipements de protection individuelle, des jaquettes en l'occurrence, puisqu'on avait arrêté. On est un petit peu... Des fois, on a l'impression là, que le manufacturier, c'est pas hyper sexy ou, tu sais, c'est pas... je me souviens, quand je sortais de l'école, c'était peut-être pas une voie d'avenir que j'envisageais. Puis finalement, on capote, puis on triple là-dessus. Surtout, on est une super gang de filles hyper unies qui viennent de partout. On a des gens du cirque, on a des gens qui sont habitués de l'industrie, on a des gens qui aussi étaient plus du côté des créateurs. Donc, on va vraiment donner un souffle à un métier qu'on a peut-être des fois sous-estimé. Puis Camille, vous êtes située à Montréal? Oui, on est à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. C'est un choix volontaire d'être dans Hochelaga, puisque c'est un endroit où je suis, moi, personnellement, très impliquée. Donc, il y avait un aspect un peu stratégique, puisque je connais très bien l'endroit. On offre aussi des services au public, la réparation, cours de couture. On a 2 locaux qui sont un en face de l'autre. On a gardé notre premier
puisque les services au public fonctionnent très bien. Puis voilà, je pense que c'est en masse là, pour cette année. Très bien. Ben oui, vous avez une bonne année. Oui. Merci Camille. Jonathan, est-ce que tu veux prendre quelques minutes, s'il te plaît, pour présenter Martineau Footwear et pour présenter aussi la boutique Amimoc? Mais certainement, Jonathan Leclerc. D'abord, je voudrais dire que moi, je suis un ancien du campus Notre-Dame-de-Foy. Fait que la gang de Québec. Puis, je suis encore à Québec. Fait que la boutique Amimoc, c'est ma création il y a une couple d'années dans le quartier Petit-Champlain. On a ouvert une boutique. Puis maintenant, une boutique qui a une forte présence en ligne. Et puis derrière ça, depuis 60 ans, il y a Auclair et Martineau qui est l'usine de fabrication. Il y a une 60-70 personnes à peu près qui travaillent dans le nord de Québec à Saint-Émile à la confection de chaussures et de mocassins et de bottes d'hiver. Donc, Camille est une heureuse propriétaire. J'ai appris depuis 8 ans qu'elle a la même paire de bottes. Donc, ça fait notre fierté d'entendre ces histoires-là que nos produits durent dans le temps parce que c'est pour ça qu'on les fait. Puis c'est un peu comme Camille disait tantôt, le manufacturier, des fois, ça fait vieux jeu, mais moi, je l'ai vraiment pris sur mes épaules de dire, on fabrique un produit ici dont on est fier, puis qui va durer dans le temps, qui a un impact sur les gens qui le portent, puis éventuellement sur l'environnement, puis la qualité de vie des gens. Donc, c'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours ici à Québec. Puis, Jonathan, je pense qu'on peut le dire fièrement que vous êtes le plus grand manufacturier de bottes 100% faites au Canada, si je ne me trompe pas. Hein? Ben, j'en connais pas d'autres plus grands, on va dire ça de même. Tant mieux. C'est le fun d'avoir 4 belles entreprises comme vous avec nous ce soir. J'ai omis de me présenter, je crois. Donc, vous avez tous nommé Mathieu, là, mais mon nom est Mathieu Saint-Arnaud. Je suis le directeur principal pour le développement des marchés et les talents à la Grappe M-Mode. On est une petite équipe à la Grappe M-Mode. J'ai la chance d'avoir 2 super collègues, Debbie Zakaïb, qui est notre directrice générale, et Catherine Lécuyer, qui s'occupe de nos communications, du chantier image et de la campagne que je vous ai parlé tantôt, la campagne #MTLStyle. J'aimerais qu'on saute tout de suite dans le vif du sujet parce on n'a pas beaucoup de temps. Puis deuxièmement, je pense que c'est ce que nos étudiants veulent entendre parler ce soir. Là, j'ai juste avisé un peu les étudiants qui sont sur la diffusion que je reçois vos questions. J'en prends note, puis au fur et à mesure, là, je vais essayer de les poser dans le cadre de la soirée de la discussion qu'on va avoir avec nos panélistes là, pour les prochaines 45 minutes. Premièrement, j'aimerais ça qu'on refasse un petit retour dans le temps. On s'en rapporte en mars 2020. On a 2 détaillants ici, Jonathan et Raphaël. Julien, Camille, évidemment que vous avez été marqués aussi par la COVID. Là. Mais quel a été le premier impact là, par rapport à vous comme entrepreneur, là, si on se remet en mars 2020, puis là, on s'aperçoit qu'on débute une pandémie, qu'on doit fermer des boutiques, qu'on doit fermer des entreprises, on doit fermer des manufactures. Ça a été quoi votre première réaction d'entrepreneur, là? Qu'est-ce qui vous est venu en tête? Parce qu'évidemment, c'est la survie de votre entreprise qui est en jeu. Je ne sais pas qui veut commencer. J'aurais le goût de te demander à toi, Raphaël, parce qu'évidemment, tu es vraiment touché par ça. Tu es une détaillante. Donc, quelle a été ta première réaction face à la crise en mars 2020? En fait, c'est ça. Je crois que mon réflexe, d'abord, ça a été de beaucoup m'informer. Fait que, c'est particulier, mais juste avant la pandémie, j'ai eu un accident de voiture qui m'a fait j'ai dû être en arrêt de travail quelques jours avant. Rien de grave, mais j'avais juste ça, du temps pour lire. Fait que là, je lisais les nouvelles. Et là, je me suis mis à écrire à mes banquiers, mes prêteurs de tout ce qui est tous mes prêts. J'ai écrit à M-Mode, j'ai écrit à mes coachs, mes mentors. J'ai fait comme « Hey, avez-vous vu ce qui se passe? On s'en va où? » Fait que moi, ça a vraiment été j'étais vite en mode « faut trouver une solution ». Fait que j'ai même pas pris le temps qu'on me demande de fermer mon commerce. J'avais déjà commencé à planifier ça. Fait que j'étais allée voir mon équipe, je leur ai dit, là, les filles, ça se peut qu'on ferme. J'ai essayé vraiment de ne pas être trop alarmante, mais de dire, regarde, on est mieux de fermer un petit peu d'avance, quitte à s'organiser puis prendre le temps de bien faire les choses. Donc, ça a vraiment été mon réflexe, ça a été d'un peu anticiper ce qui s'en venait. Je suis un peu comme ça, je m'en rends compte, là, j'essaie vraiment tout le temps de planifier, mais c'était tellement impossible de prévoir exactement les choses qu'avec mon équipe, je me suis dit, bon, on se met tout en arrêt, j'amène tout ce que je peux shipper à la maison. Fait que je me suis créé comme un petit
centre de shipping dans mon salon ici. Il y avait du papier de soie partout, des boîtes. J'avais même pas de boîte à packaging, j'avais rien. Là, je me suis mis à commander, à vraiment partir en mode survie, là. Mon chum, il trouvait ça difficile au début. On n'avait plus de place au souper. Je travaillais des heures de fou. On dirait que je voyais plus quel jour on était, il était quelle heure. Puis on avait des commandes en ligne, puis je n'étais pas habituée d'en avoir autant. Donc, je dirais que ça a été beaucoup de stress au début parce que j'ai vite vu le pire. Puis éventuellement, j'ai décidé de calmer la cadence puis de m'organiser dans cette structure qui était complètement différente de ce que j'avais habituellement. Fait que je dirais que je pourrais en parler très longuement, mais je vais laisser la place aux autres. Mais ça a été vraiment de repenser tout, prendre un moment d'arrêt. Puis de mon côté, ça a vraiment été d'y aller tranquillement. Puis là, je dirais que j'ai pris d'autres actions, disons, dans la deuxième vague. On pourra en parler plus tard. Oui, on va en parler, c'est sûr. Je vais relancer la parole à Jonathan. Jonathan, d'un côté, vous avez une boutique, donc tu as vécu des problèmes face à... Puis on en parlait dans le prep call aussi, face à l'affluence dans le quartier touristique que tu es, le Petit Champlain. Mais aussi, comme manufacturier, c'est une manufacture, je pense que tu disais depuis 70 ans tantôt. Donc, je pense que ça ne doit pas arriver souvent dans l'histoire de votre entreprise que vous avez dû fermer votre production. Peut-être tu peux nous parler un petit peu là, des décisions que tu as dû prendre comme entrepreneur puis gestionnaire là, en mars 2020 face aux deux divisions de votre entreprise. Oui, parce qu'effectivement, tu le dis bien, il y a le gestionnaire puis il y a l'entrepreneur. Il y a comme les deux côtés du cerveau. Le gestionnaire qui, un peu comme Raphaël, regarde son compte en banque puis sa liquidité puis dit il faut que je protège ça. Là. Il y a de quoi qui va se passer puis il faut que je protège. Puis de l'autre côté, il y a l'entrepreneur qui dit OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est stimulant, un problème, il faut s'adapter. Go, on trouve des solutions, c'est le fun. Et puis, c'est de réussir à virer ça de bord. J'ai quand même la chance d'avoir une bonne équipe avec moi. Fait que c'est trouver l'énergie nécessaire pour virer ça de bord puis encourager l'équipe à dire non, c'est une opportunité, il faut trouver on se met en mode solution, go, on trouve qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis on avance. Fait que c'est un peu les deux réflexes. Là. D'un côté, sur le téléphone avec la banque, avec les fournisseurs pour négocier l'argent, puis de l'autre côté, tu sors du bureau, puis hey, la gang, ça va être le fun pareil, tu sais. Puis ma gang m'a vraiment surpris parce que 2 jours après, je pense que c'est vraiment parti sérieux. Ils sont arrivés avec un soulier sur mon bureau, décoré avec l'arc-en-ciel de Ça va bien aller. Puis ils ont décidé de mettre ça en ligne, de fournir, de donner une partie des ventes à Moisson ou aux banques alimentaires du Québec. Et puis, pour nous, ça a été un décollage de vente en ligne là, astronomique par rapport à ce qu'on connaissait. Puis c'est un peu ça qui nous a lancé là-dedans. Puis je veux dire, c'est l'équipe qui a mis ça en place puis qui a fait ça. Fait que... Est-ce que ta manufacture, parce que tu disais tantôt, tu avais ton plancher de manufacture, on s'en est parlé aussi, est-ce que tu as dû fermer ton plancher de manufacture? Oui, l'usine a fermé. Et puis, avant que ça ferme, il y a quand même eu une période de flottement un peu là, où on avait fait notre plan assez détaillé que, OK, si on a 1 heure pour fermer, si on a une demi-journée, si on a 2 jours, si on a la semaine pour fermer, puis je rencontrais, c'est rare on ne le faisait plus ça, mais là, je rencontrais l'équipe quasiment aux 2 jours pour... les gens avaient besoin d'être rassurés aussi en partie, fait que les rassurer, puis leur expliquer ce qui se passait, puis qui s'en venait, puis comment on allait pouvoir s'adapter à tout ça. Puis ta boutique dans le Petit Champlain? Ben, elle a été fermée quand ça a été nécessaire, quand ça a été demandé d'être fermé. Mais on a répatrié les personnes qui travaillaient là pour s'occuper des ventes en ligne. Fait que ça a quand même explosé. Mais malheureusement, avec la manufacture, on a été obligé de mettre la plupart des gens sur le chômage là, ou la PCU pendant une période là, de 6 semaines. Écoute, c'est malheureusement la réalité, mais j'ai une question sur l'aide financière tout tantôt, puis on pourra en reparler de la PCU, puis comment ça a pallié à ce que tes employés puissent continuer à recevoir un revenu pendant la période que vous avez été fermé. Julien, tu veux nous parler un peu des impacts de la COVID chez Weldon? Comment vous avez modifié ça? Comment vous avez développé ça? Est-ce que ça a été des opportunités pour vous? Probablement l'augmentation de vos ventes en ligne. Vous avez des relations aussi avec beaucoup de boutiques américaines. Donc, comment tu gérais ça? Tu veux nous en parler un petit peu?
Oui, certainement. Ben, c'est sûr que quand tout a déboulé, c'est d'abord, je te dirais, un peu disons, la crainte, puis le stress de ne pas savoir qu'est-ce qui s'en vient. Là. Il y avait beaucoup d'incertitudes, puis justement, on a une entreprise, on établit des plans, on a un plan de développement, on sait à peu près où est-ce qu'on s'en va, puis là, finalement, tu as quelque chose qui revire tout à l'envers. Fait que là, c'est sûr que tu poses beaucoup de questions, mais finalement, dans tout ça, nous, ça a généré beaucoup d'opportunités en ligne. Les boutiques dont tu parles, justement, aux États-Unis, puis au Québec et au Canada aussi, Raphaël, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, je veux dire, elles ont toutes dû fermer du jour au lendemain. Fait que ça a mis beaucoup de pression disons, sur nos ventes, dans le sens où là, on n'avait plus ces canaux de distribution-là qui étaient disponibles. On s'est arrangé avec certains de nos détaillants pour faire du dropshipping pour eux. Donc, on a essayé d'être vraiment créatifs. On est une petite équipe, on est 6 chez Weldon. Puis, vraiment, tout le monde s'est serré les coudes. Les filles de la production ont ramené de la production chez elles pour en faire à la maison. Fait que, des bijoux, c'est pas comme des chaussures, là, ça se met dans des toutes petites boîtes. C'est vraiment plus facile à déplacer qu'une manufacture de souliers. Fait que, on était vraiment chanceux là-dessus. Fait que vraiment, l'équipe, elle a vraiment mis l'épaule à la roue. Puis après ça, les ventes en ligne, nous, ça a vraiment juste explosé. On faisait déjà très bien en ligne. Puis là, ça nous a juste donné l'air d'aller pour que, on décolle vraiment beaucoup, là. Donc, je t'avouerais que, les investissements qu'on avait planifié faire au niveau wholesale, on les a réorientés pour le commerce électronique. Puis jusqu'à présent, ce qu'on est capable de voir, c'est que c'est plus facile de scaler l'entreprise sur ce canal de vente-là que, mettons, les ventes au sel, où est-ce que là, ça dépend de plusieurs facteurs, dont la santé financière de ton partenaire que je ne contrôle pas. Fait que nous autres, ça a vraiment été... Juste pour le vocabulaire, tu as parlé de dropshipping tantôt, tu as parlé de wholesale. Est-ce que tu... Je ne connais pas les termes français exacts. Dropship, moi non plus, je ne le connais pas. Là. Dropship, c'est quoi le dropship? Dans le fond, c'est ça. Le dropship, c'est que les boutiques avec qui on faisait affaire vendaient nos produits sans tenir l'inventaire. Puis dans le fond, quand la vente était conclue, quand le client paye la boutique nous envoie l'argent, puis nous, on envoie le produit directement à leur client. Donc, dans le fond, c'est comme s'ils tenaient l'inventaire. Nous, étant donné qu'on manufacture, c'était pas vraiment plus un problème, c'était juste de mettre le colis dans la poste comme on faisait déjà sur notre boutique en ligne. Fait que ça leur a vraiment permis, ceux qui n'avaient pas nécessairement une boutique en ligne, de commencer à l'essayer sans avoir à soutenir de l'inventaire. Donc, c'était vraiment un service qu'on leur rendait puisque on vendait déjà pas mal en ligne. Ouais. Puis, l'autre terme que tu m'as dit... c'est la vente au gros. C'est ça, la vente au gros. Le wholesale, c'est la vente au gros, c'est la vente au détaillant. C'est juste que peut-être c'est des termes que notre auditoire n'est pas familier. Puis, un aparté là-dessus, c'est que le dropship, c'est une excellente façon de développer un marché, comme tu dis, parce que ton partenaire, ton détaillant, qu'il soit en ligne ou physique, n'a pas à tenir l'inventaire avec lui, donc il peut tester ton produit. Fait que ça devient une belle Ça a été beaucoup de gestion, là, je dois apporter comme du dropship. Sur papier, c'est super, là, mais ça fait beaucoup de... On envoie une ou deux commandes pour un client, un autre client. Toutes les fois, il faut que tu le factures. Bref. En temps de pandémie, je pense que c'était très approprié, puis les détaillants ont vraiment apprécié qu'on fasse ça. Mais je ne l'offre plus maintenant parce que c'était trop de gestion à faire. Là, Merci, Julien. On termine le tour de table COVID là, avec Camille. Camille, je pense qu'on peut résumer très bien ton mois de mars-avril-mai en 2 mots, c'est-à-dire masque et blues. Tu veux nous en parler un petit peu? Ben oui, dans le fond, moi, pendant mes études, moi, j'ai fait le collège La Salle, là, puis je dois donner un peu de background, parce que sinon, ça fait pas de sens, là, mais je faisais de la politique. Okay? Puis je pense que tous mes profs, mes collègues de classe me trouvaient complètement coucou. Puis parce que c'est un peu bizarre. Des années plus tard, il s'avère que là, j'avais plein de contacts au gouvernement. Fait que moi, je faisais des téléphones comme une enragée pour savoir qui s'en venait. Fait que assez vite, je me suis mis à avoir des feedbacks qui allaient fermer les commerces non essentiels. Fait que j'ai tout fait couper ce que j'avais comme contrat. Puis j'étais en train d'organiser, d'envoyer des machines à coudre chez les 3 autres filles. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on a fait mais on pourrait faire ça pour 50, 100 personnes. Bon, on ne pensait pas le faire pour 400 personnes finalement, pour faire des opérations où tout le monde venait ça a été malade. Puis c'est sûr que nous, on faisait des contrats de 1 000, 2 000 des petites affaires. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, il y a 150 dans ton compte en banque. Là. Fait que là, tu passes d'une petite affaire comme ça, puis surtout, on était une jeune équipe, là, à l'affaire immense. Là. Fait que ça a demandé
ça passait ou ça cassait pour nous, parce que vivre une croissance aussi forte qu'on l'a eue, ça pouvait aussi nous amener à des échecs aussi importants. En plus qu'on était, il faut le rappeler, très public. On était très visible. Ça amenait un risque de plus. Ça veut dire que tout ce qu'on faisait allait être surveillé. On avait besoin d'apprendre en même temps à gérer une entreprise aussi grosse. Donc, apprendre un peu notre métier en même temps qu'on était dans une pandémie mondiale. Puis au final, on a relevé le défi. Puis je dois dire que en ce moment, c'est-à-dire stabiliser l'entreprise, ce qu'on vit là, c'est pour nous un plus important défi que l'a été la COVID au printemps, parce qu'à ce moment-là, c'était un peu... nous, on l'a vécu vraiment différemment que d'autres entreprises. Nous, on surfait, on débordait, Puis on a vu des situations vraiment tristes. J'avais des CHSLD qui m'appelaient, ils me criaient après parce que j'avais plus de masque. Je n'étais pas capable de leur envoyer. Puis ils disaient, mais il y a des gens qui meurent! Puis, c'était un peu capotant parce qu'ils disaient, mon Dieu, moi, je suis une couturière à la base, là, et je fais mon possible, Fait qu'on s'est vraiment retrouvés on voyait même les lieux d'éclosion selon les demandes qu'on recevait. Fait que, des fois, on recevait plein de demandes qui venaient de Montréal-Nord. Des fois, on recevait plein de demandes qui venaient de Hochelaga. Nous, on est dans Hochelaga. Fait que, on a été vraiment au cœur de ça. Puis bon, la finale, ça a été quand François Legault est venu à l'atelier, ce qui était vraiment un beau signe de reconnaissance pour notre travail, surtout pour nous, on est vraiment juste des couturières, là, puis des femmes d'affaires, et ça donne, mais on l'a découvert un peu par accident. Là. Fait que, on le vit différemment. Puis là, c'est de se stabiliser en ce moment, notre défi. Notre défi, il est comme post-COVID, et de faire comme, là, on était là, on a passé par là, puis là, il faut arriver ici, puis stable. Fait que... Tu peux nous dire combien tu avais de couturières dans ta liste de couturières? Quand tu parlais de médiatiser, c'est parce que vous avez médiatisé toutes les couturières à la maison qui voulaient faire du travail bénévole pour vous. Ça s'est commencé à être combien de personnes? 5400. 5400 bénévoles qui voulaient faire de la couture. Oui, puis là, on était comme... Puis au début, quand ça s'est mis à exploser, comme 48 heures après, on avait 1200 couturières. Puis je me souviens, là, on a un peu mis la charrue devant les bœufs. Moi, je n'avais pas de contrat à leur donner au début. Moi, je me suis dit, ça va être drôle. Mais je pensais à ramasser 100 candidatures, puis là, je me retrouve avec des milliers de couturières qui veulent travailler pour nous, puis pas de contrat. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, puis ça a été dur au début parce que vu qu'on était des nouveaux joueurs, le monde ne nous faisait pas nécessairement confiance pour faire de l'équipement de protection individuelle, de l'équipement médical. Fait que je me suis mis à appeler des CIUS, puis des CIS, puis des hôpitaux, puis on a pogné des contrats comme de raison, puis des gros contrats, puis après ça, il fallait les livrer. Fait que ça, c'était une autre paire de manches. Ouais. Puis, mais on a tout réussi, mais tu sais, des briques qui nous sont tombées sur la tête, on en a eu en masse, inquiétez-vous pas, tu sais. Surtout, tu sais, t'as plus de tissu, plus de billets. Tout le monde, là, après ça, tout le monde s'est rendu compte que les masques, tu sais, tout le monde dont les designers dont les ventes avaient arrêté se sont mis à produire des masques. Fait que là, tout le monde s'est mis à acheter des élastiques à un quart de pouce. Fait que là, il fallait trouver, OK, comment on va attacher nos masques. Fait qu'on s'est mis à arrêter d'utiliser des élastiques à un quart de pouce, puis à prendre des spaghettis. Fait que ça a demandé une flexibilité énorme. Mais l'affaire, c'est que ces petits détails-là, puis ça, vous l'apprenez beaucoup à l'école, là, chaque petit détail que tu changes, ça a un impact immense sur ta production. Quand tu en fais 10, ça n'a pas d'importance. Mais quand tu en fais, nous, des masques, on en a produit 350, on en a vendu 350 000 au total. Là. Fait que quand tu en fais des centaines de milliers, c'est à coup de madame qui en font 100 chez eux par semaine. Puis imaginez la logistique de transport. Là. Fait que quand tu en fais autant, changer ton élastique, là, ça veut dire qu'il faut que tu retournes chez toutes tes couturières, toutes ramassées, puis là, tu rechanges les élastiques. Ça a des coûts. C'est une logistique énorme. Fait que ça, on l'a appris sur le tas, puis on a pris des bonnes décisions, des moins bonnes aussi. Puis une chance que, quand même, on a fait, on était des gens relativement expérimentés, mais tous nos petits détails, ça s'est aligné, puis comment faire un produit rapidement, le plus simple possible. Tu sais, c'est comme, là, soudainement, je retournais à l'école aussi, là, pour nous, là, fait que c'était un gros apprentissage. C'est ça, la vie d'entrepreneur, comme tu dis, c'est souvent de retourner à l'école. Tu sais, vous l'avez un peu tous mentionné. J'aimerais ça vous poser une autre question là, qui vient de moi avant de passer à... On a reçu beaucoup de questions, fait qu'on va y aller en rafale par la suite. J'ai pu en récupérer quelques-unes. J'aimerais ça qu'on parle un peu d'argent, qu'on parle un petit peu de sous dans ce que vous pouvez dire, évidemment, publiquement.
Tantôt, Jonathan, tu as parlé d'aide financière, tu as parlé de cash flow. Là. Le cash flow, c'est la liquidité, c'est l'argent qu'on a dans notre compte. Camille, Julien, vous avez parlé de croissance. Là. Ben, la croissance, ça amène aussi ses problèmes, ça amène ses enjeux, ça amène, oui, des bonnes nouvelles, mais ça amène aussi des maux de tête. On a parlé aussi de la PCU. Donc, peut-être que vous pouvez nous donner une information quantitative ou qualitative là, sur l'aspect financier de la crise pour votre entreprise, là, sans nécessairement rentrer dans les détails, mais puis on a eu beaucoup de questions, là, comment vont vos ventes, comment va votre produit. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que vous pourriez partager à notre communauté étudiante là, et qui veut commencer. Là. Peut-être, Jonathan, tu peux y aller. Là. Jonathan, augmentation, baisse, vas-y, on te laisse aller. Bien, nous, à quelque part, premièrement, quand ça l'a freezé, quand ça l'a gelé, c'est clair qu'il n'y a plus une scène qui rentre puis jusqu'à, tu ne sais pas, jusqu'à quand. Fait que ce que tu as, il faut que tu trouves une façon de le protéger. Puis ça te force à prendre des décisions que tu ne veux pas prendre, mais que tu n'as pas le choix de prendre. Fait qu'au niveau de l'entreprise, ça l'impose ces choix-là. Malheureusement, je disais tantôt, on a été obligé de mettre nos gens sur le chômage. On n'était pas du tout expérimenté, on n'avait pas du tout la machinerie pour embarquer dans de l'équipement de protection individuelle. Ça m'a empêché de dormir pendant des nuits parce que ça ne se peut pas que je fasse rien. Crime, j'ai une usine de couture, j'ai des machines à coudre, j'ai couturière. Probablement qu'il y en a une couple qui ont envoyé leur nom à Camille. Il y a une couple qui a été sur le chômage chez nous, mais il reste que j'avais une usine, ça ne se peut pas, je ne peux pas rien faire. Puis on a fait nos recherches et tout, puis c'était vraiment compliqué pour nous dans les détails. En gros, tu dis, c'est le fun, ça va bien, mais dans les détails, effectivement, c'était vraiment compliqué pour nous de travailler là-dessus pour toutes sortes de raisons. Fait qu'on est obligé de mettre des gens sur le chômage. La chance qu'on a dans cette aventure-là, c'est d'habitude, on aime ça être balancé puis avoir pas nos œufs tous dans le même panier, mais nous, le 80% de nos ventes, c'est des bottes d'hiver, c'est à l'automne que ça se passe. Donc, quand les magasins ont fermé au printemps, on n'avait pas de marchandises dans les magasins, on n'avait presque plus de comptes recevables, fait que les clients qu'on avait livrés l'année d'avant nous avaient payés, ce qui fait qu'on n'attendait pas de grosses rentrées de fonds à ce moment-là de l'année, donc on a été sauf là-dessus. Et puis, nos ventes se sont quand même maintenues pour des livraisons à l'automne chez nos détaillants. Fait qu'on a réussi à continuer de produire puis à travailler pour livrer cet automne chez nos détaillants. Au niveau de la boutique et du détail, bien, on a eu une grosse chute en magasin qui a été compensée par une très grosse hausse là, en boutique. Fait en vente en ligne, tu veux dire. En tout cas, c'est pas fini. J'allais dire une fois que ça passé, je ne devrais pas dire ça. Aujourd'hui, je regarde en arrière 6 mois. C'est correct pour l'instant, on s'en sort. La survie de l'entreprise n'est pas en danger si les détaillants qui sont sur le marché présentement et qui vendent nos bottes continuent de fonctionner, peuvent rester ouverts puis payer leur compte éventuellement. Ouais, c'est une super belle présentation. Merci, Jonathan. Est-ce que, Julien, tu voudrais embarquer? Oh, vas-y, Raphaël. Ouais. Vas-y. Les deux, vous avez vu votre mère en même temps. Vas-y, Raphaël. Vas-y, Raphaël. Vas-y en premier, puis après ça, Julien. OK, cool. En fait, ça doit dépendre aussi d'où l'entreprise était. Tu sais, je pense que si je réfléchis à nous, où est-ce qu'on était, j'ai ouvert la boutique en juin 2018. Là, on se retrouvait, dans le fond, en mars 2019. Nos ventes, ils doublaient par rapport à l'année précédente. Donc, on était vraiment dans une belle croissance. J'avais un plan de déménagement. On prévoyait justement travailler sur notre site web. Donc, on avait vraiment comme des beaux projets à venir. Fait que c'est sûr qu'au début, les ventes ont baissé. Par contre, ça m'a permis de pouvoir faire des demandes justement au gouvernement. Moi, j'étais éligible à presque toutes les demandes, toutes les subventions. Donc ça, j'ai eu énormément de chance. Fait que j'ai pu demander de l'aide pour mon loyer. Ça a été très compliqué, mais je l'ai eu. J'ai pu demander un prêt, le prêt du gouvernement. Là, j'ai les subventions salariales. Fait qu'en ce moment, je me trouve dans une très bonne posture pour pouvoir profiter de ce qui est sur le marché en ce moment. Donc, ça m'a permis en ce moment de doubler. Mon équipe, on était
4 avant la pandémie, là, on est 14. Donc, c'est sûr que ça a été quand même, pour nous, c'est quand même une bonne croissance. Fait que moi, j'ai vu ça comme une fenêtre d'opportunité. J'avais vraiment la posture pour faire ces demandes-là. Mais vraiment, si je parle à mes consoeurs, confrères dans l'industrie qui sont des créateurs un peu plus petits, qui vont être un peu plus petits, pour eux, c'était difficile parce qu'ils n'avaient pas ils n'étaient pas dans les bons critères. Fait que c'est pour ça que je pense certaines entreprises, ça a été plus difficile que d'autres à ce niveau-là. Moi, ça m'a vraiment aidé, puis ça m'aide encore aujourd'hui. Puis c'est ça, dans le fond, moi, je reste à l'affût de toutes les subventions. Ouais. Fait que c'est sûr que je suis vraiment, en ce moment, j'ai un chapeau de gestionnaire qui est vraiment grand, mais j'ai réussi à, éventuellement, comme j'ai engagé des gens, j'ai pu déléguer des dossiers et éventuellement, tous les projets, le truc plus motivant, ben là, on peut le faire en ce moment parce que j'ai l'équipe pour supporter les projets. Mais sans les subventions salariales, en ce moment, je ne pourrais pas me le permettre. Fait que c'est quand même une chance dans la situation qui est moins... Puis, je me rappelle très bien un élément que tu as mentionné, Raphaël, qui est super important, là, c'est pendant la crise, notre travail à nous chez M-Mod, ça a été beaucoup là, je vous ramène en mars, avril, mai, de prendre les informations gouvernementales, les mâcher, puis les redistribuer à nos entreprises. Tu sais. Puis, un des éléments, c'est souvent qu'on avait toujours l'aide ou la subvention ou le prêt allait répondre à 95 % de nos entreprises, mais il y avait toujours le 5 % qui demandaient de l'aide, tu sais, puis qui n'en avaient pas parce que pour différentes raisons, à cause que ce soit individuel ou entrepreneurial, on s'est aperçu qu'il y avait toujours des gens qui tombaient dans les cracks des programmes d'aide. Fait que c'est un bon point. Puis ça, évidemment que ça a marqué notre secteur. Oui, 19 fois sur 20, le programme est bon, mais la fois sur 20 qui n'est pas bon, bien, comme tu dis, pour certains petits créateurs, là, ça a été un enjeu. Si je peux me permettre, votre aide a aussi permis, parce qu'au début, admettons, moi, je suis entrepreneur, je suis salariée de mon entreprise, j'étais pas éligible au chômage. Fait que, tu sais, au début, moi, j'étais comme, je fais quoi? Tu sais, fait qu'il y avait aussi toutes ces choses-là, puis éventuellement, même le prêt pour l'aide pour les loyers, j'étais pas éligible au début. Mais c'est vraiment avec le travail. Je sais que Debbie, puis elle a fait, puis toute l'équipe de M-Mod ont fait un gros travail pour aller justement exprimer les besoins des gens de l'industrie, puis ça a fait son chemin. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Au début, j'avais l'impression que j'avais accès à rien. Puis plus ça avançait, plus il y avait des nouvelles mesures, puis plus on pouvait voir un peu la lumière au bout du tunnel. Oui, tu as raison. Julien, tu voulais parler un peu de la situation au niveau économique chez Weldon? Oui, bien écoute, c'est sûr que Raphaël a touché plein de bons points. L'aide financière. Nous, en fait, mars a été horrible. Là, les boutiques ont toutes fermé. On sortait de conventions d'affaires, je ne sais pas trop. Là, on allait exposer donc des expositions, des salons, ça coûte très cher. On attendait des ventes, les boutiques ont fermé. Donc, tout ça est arrivé à un vraiment mauvais timing. On a engagé des dépenses, on attendait des revenus qui ne se sont pas présentés. Donc, mars, c'était vraiment difficile. On a dû mettre nos employés à pied, comme Jonathan disait. Nous, ça a duré 4 semaines, disons, où est-ce que c'était arrêté, mais tu sais, c'est super anxiogène pour tes employés puis pour toi, là, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Puis tout le long, tu te dis, OK, bien, la business va te survivre. Fait que, oui, c'est clair ce que Jonathan disait, disons, le maintien de ton cash flow, disons, de l'argent que tu as dans ton compte de banque, c'est vraiment important. La gestion financière, évidemment, on en parle, tout ça, mais là, cette année, c'était comme, OK, il faut vraiment que ça soit la priorité numéro 1 si on veut traverser la crise. Il faut que tu sois capable de gérer ton argent parce que sinon, tu fais une mauvaise dépense, puis là, tu te retrouves dans une situation qui est un peu embêtante. Nous, à partir d'avril, les ventes en ligne ont vraiment progressé, puis là, ça nous a vraiment donné un nouveau souffle. Puis on a pu justement bénéficier des programmes gouvernementaux, puis de réinvestir une bonne partie des sommes qui nous avaient été allouées dans de la publicité pour propulser notre croissance encore plus. Puis là, ben vraiment, là, c'est là où est-ce qu'on voit que c'est payant parce que dans le fond, on se demandait tout le long quand ça montait, est-ce que ça va arrêter puis on va redescendre à où on était avant ou est-ce que là, maintenant, c'est un nouveau plateau. Puis là, ben, toutes les fois qu'on monte, on se dit, OK, ben, c'est de l'acquis. Là, fait qu'on essaie de bâtir pour maintenir la croissance qu'on obtient en ligne. Là. Donc, là, ça a vraiment changé, en fait, le visage de l'entreprise parce qu'avant, nos ventes provenaient principalement de vente de gros. Puis là, ben, maintenant, c'est principalement de la vente en ligne. Donc,
ça vraiment, écoute, pour le mieux, là, je t'avouerais, là, disons, la modification, mais ça a vraiment changé la façon dont on opère. Totalement. Tu as bien raison. Puis je vais citer, mes collègues vont rire de moi, là, mais M. Lifson chez Peerless disait pendant tout au long de la crise, « Cash is king ». Fait qu'il fallait vraiment protéger ses liquidités. Ouais. Tu l'as super bien dit. Camille, pour la coopérative qui est passée d'une coopérative qui facturait 150 $ à des dizaines de milliers de dollars à des hôpitaux puis des CIUS, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ben, c'est des lents payeurs. Hein? Puis, tu sais, c'est des termes de paiement. Moi, je suis habituée à faire du payable sur livraison, ce qui est pas mal la norme pour les sous-traitants de petits volumes. Fait que moi, quand je négociais, sans m'en rendre compte, je demandais du payable sur livraison en pensant pas que c'était anormal. Fait qu'on m'a accordé souvent quand même, je dois le dire. Probablement qu'ils m'ont trouvé bien motivée, mais pour moi, c'était pas exceptionnel, mais c'est arrivé dans des très, très gros contrats avec les gouvernements, là, quand j'étais directement avec pas des hôpitaux, des CIUS, là, c'est vraiment comme avec, mettons, un arrondissement, etc. Là, c'est des termes de paiement de 30 jours. Mais c'est pas 30 jours. Puis il y a des, il faut remplir tel formulaire. C'est tellement compliqué. Puis l'affaire, c'est que entre le moment où moi, je suis payée, surtout quand c'est des montants qui dépassent, mettons, 50 000 $, moi, j'ai déjà payé, mettons, pour 30 000 $ de main-d'œuvre. Tu sais, c'est comme, je me souviens pas des chiffres à ce moment-là, là, mais tu sais, j'ai tout avancé l'argent, là. Fait que je me retrouvais avec un volume de vente exceptionnel. J'étais très contente, mais avec des problèmes de cash flow. Le cash flow, c'est le flux de trésorerie, là. Ça veut dire que comme j'ai vendu plein d'affaires, c'est tout livré, mais j'ai tout payé mes employés puis la main-d'œuvre, puis l'argent n'est pas rentré encore. Fait que c'était comme. Puis l'affaire, c'est que moi, il n'y a aucun programme qui s'appliquait à la coop parce qu'on était en croissance. Puis c'était. Je veux dire, en même temps, je ne voulais pas non plus. Il y a du monde qui en avait bien plus besoin que moi, dans le sens que nous, tu sais, on vivait des moments quand même exceptionnels, puis il y en avait d'autres qui étaient sur le bord de la faillite, tu sais. Fait qu'il n'y avait aucun programme qui s'appliquait à nous, mais comme aucun, là, tu sais. Fait que, tu sais, on a dû s'organiser un peu tout seul. Puis l'autre affaire, c'est comme on est une coopérative, l'avantage, c'est que comme entrepreneur, moi, ça fait en sorte que j'ai presque zéro risque. Dans le sens que c'est pas. Moi, je ne suis pas propriétaire de l'entreprise, je suis directrice générale, mais mes boss, c'est les travailleurs aussi, même pas, tu sais, une sac d'or. Puis ça fait aussi en sorte que les banques, ils ne veulent jamais nous prêter d'argent parce qu'il n'y a personne qui est responsable de la coop. Tu sais, on va liquider le stock, mais après ça, si, mettons, on a 100 000 $ de dette, bien, c'est pas moi personnellement qui est responsable de ça. Fait que là, maintenant, on a prouvé là, qu'on était des bons payeurs, puis on a un beau dossier, puis tout ça, on s'est fait une réputation là, auprès des gens qui prêtent l'argent de notre banque, mais c'est sûr qu'à l'époque, on a fait toute la COVID avec une marge de crédit, en fait, pas de marge de crédit, puis une carte de crédit de 500 $. Alors qu'on facturait à coût de 10 000 $, tu sais. C'était fou raide. Fait que je payais ma carte de crédit minimum 4 fois par jour. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Fait que maintenant, là, c'est sûr, ça s'est vraiment amélioré. Puis là, il y a des programmes aussi spécifiquement pour nous là, qui sont apparus, mais ça a pris du temps. Là, c'est vraiment dans le cadre de la deuxième vague là, qu'il y avait plus de choses qui s'appliquaient à nous. Puis c'est bien correct aussi que les programmes étaient réservés pour des entreprises qui vivaient une perte de revenus, là, évidemment. Là. Tu sais, je pense qu'on était, mais vraiment pas une priorité. Là. Bien, merci à tout le monde pour votre transparence face à ce sujet-là. Je vais passer aux questions parce qu'on en a vraiment reçu beaucoup là, qu'on a reçu par la plateforme. Peut-être une chose qu'on n'a pas assez fait, c'est peut-être juste vous présenter votre entreprise, puis peut-être comment on fait pour vous suivre, votre site Internet, puis vos angles de réseaux sociaux. Fait que, Raphaël, veux-tu commencer? Raphaël, on avait une question aussi. Où est ton pop-up? Alors, oui, parfait. Je te laisse aller. Bien, en fait, pour nous suivre, c'est sur Instagram, station_service. Stationservice.co, c'est notre site web. Notre boutique est sur Rachel, pas loin de Saint-Laurent, et notre pop-up est sur Saint-Laurent, entre Rachel et Marianne, donc à 2 minutes. Puis je vais vous donner un scoop parce qu'on ne le dit pas encore publiquement, mais on va déménager la boutique dans l'espace pop-up, qui est une grande boutique de 3345 pieds carrés. Donc, c'est vraiment une très belle nouvelle. On n'en parle pas encore, c'est juste du bouche à oreille.
Mais j'en parle parce que c'est vraiment, ça démontre aussi ce que la pandémie a pu amener. Fait que là, en ce moment, on fait notre pop-up dans la future boutique, puis on va déménager au printemps. Donc, voilà. Fait que vous allez avoir notre adresse. C'est vraiment l'adresse officielle dès 2021, dès le printemps 2021. Super. Merci, Raphaël. Julien? Yes, en fait, c'est ça. Nous, notre entreprise s'appelle Well Done. Le site, c'est welldonejewelry.com. Je vais le mettre dans le chat, le lien vers le site web. Nos réseaux sociaux, c'est la même chose. En fait, on a accueilli des stagiaires de quelques écoles de mode au fil des années. D'ailleurs, quand la pandémie a frappé, on avait 3 stagiaires dans l'équipe qui ont vraiment eu une espèce de crash course de comment gérer une crise. Puis dans le fond, en fait, pourquoi je dis ça, c'est que les quelques stagiaires qu'on a eus nous ont dit qu'ils avaient toujours apprécié quand ils assistaient à des conférences si les entreprises pouvaient partager des coupons ou des rabais. Bref, l'équipe voulait vous offrir là, un coupon de 10 $ qui est applicable sur notre boutique en ligne en utilisant le code que j'ai mis. C'est à la mode 10. Je pense qu'il est applicable jusqu'à la fin de l'année, puis ça prend un achat de 75. Bref, en tout cas, je voulais vous offrir ça. Vous avez nos liens qui sont là. Okay, c'est ça. Juste pour être certain, je ne suis pas certain avec la diffusion que les gens voient le chat. Donc, le code promo pour Well Done Jewelry, c'est à la mode 10, tout écrit ensemble, ALAMODE10. Si jamais le chat n'apparaît pas dans la diffusion. Jonathan? Je trouve, Julien, c'est une super bonne idée. Je vais faire ça moi aussi. Puis, c'est bon. Vous allez me donner 5 minutes pour activer le code à la fin de la rencontre. Mais MMOD10, un 10% sur amimoc.ca. C'est notre site web, amimoc.ca. C'est notre boutique en ligne. Vous voyez la majorité de nos produits. Sur Instagram, c'est amimoc_boutique. Sur Facebook, boutique amimoc. Et puis... MMOD 10% jusqu'à pendant une semaine, là, donc pour du 17 au 24 sur vos achats sur amimoc.ca. Fait que je vais m'assurer d'envoyer au directeur d'école, François au Collège La Salle, Marie-Ève à l'École supérieure de mode, Marco au Collège La Salle, Hélène au campus Notre-Dame-de-Foix, puis à tout notre groupe d'enseignants. Les 2 codes promo que vous venez de nous partager, là, je vais faire ça à la fin de la présentation. Je vous en donner un aussi à la fin. C'est bon, merci Raphaël. Puis Camille, comment on fait pour suivre? Jonathan, boutique Amimoc, tu l'as fait, c'est bon. Martineau Footwear, on peut vous suivre aussi, votre marque de bottes, hein? Oui, vous pouvez suivre aussi martinofootwear.com, c'est le site web. Martino, M-A-R-T-I-N-O, footwear.com. Parfait. Camille, pour suivre la coop? Oui, donc je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook, là où on est plus actif, là, Coop Couturière au pluriel POP, P-O-P. C'est un short pour coopérative de couturières populaires, hein, comme les caisses POP. Puis, évidemment, on a notre site Internet là, du même nom. Je peux pas vraiment vous donner de code promotionnel. Là. Je ne ferai pas de rabais sur les salaires des couturières, mais si jamais vous avez un brand, par exemple, on est là, on peut vous aider avec vos collections, absolument, là, dans une couple d'années. Merci Camille. Alors, première question qui vient de nos étudiants, je vais la cibler à Jonathan puis à Raphaël. Est-ce que la baisse du tourisme a impacté vos ventes? Fait que clairement, en boutique, dans le Petit Champlain, c'est une diminution de fréquentation de 90%. Là, je pense que le meilleur mois qu'on a fait cet été, on a fait 30% du chiffre d'affaires qu'on a fait l'été passé. Là. Ça, c'est le meilleur mois de l'été. Donc, tous les autres, c'était en bas de 30%. Donc, oui, clairement, en boutique. Par contre, les opportunités, ça nous a donné la chance, puis ça nous a réveillé de communiquer directement avec notre public, notre end user, notre consommateur. Puis ça, c'est une relation qu'on a développée avec notre consommateur, qu'on ne veut plus jamais perdre, qu'on ne comprend pas comment ça, on n'a pas pensé à ça avant, puis qui est tellement précieuse. Et puis ça, ces ventes-là ont augmenté. Mais le tourisme, clairement, gros impact. Et Raphaël, toi? Aussi, en fait, je me suis rendu compte de l'importance du tourisme. Je suis sur Rachel, en route vers le Mont-Royal. On avait des gens de partout. Par contre, nous aussi, les gens du quartier, ça a aidé. Puis les ventes en ligne ont un peu compensé. Mais c'est sûr que ça nous a impacté, là, sans aucun doute.
Je pose une autre question qui est ciblée à Camille. Camille, pourquoi avoir choisi le modèle d'affaires d'une coopérative? OK. C'est bien simple. J'étais pas nécessairement quelqu'un de hyper. Tu sais, je savais que je voulais être dans l'industrie de la mode, mais je savais pas comment concilier ça avec mes convictions qui étaient surtout sur les conditions de travail. Puis, arrivé en tout cas, j'ai travaillé à Ottawa un bout, je suis revenue, j'ai fait de la politique. Là, je savais plus trop ce que je voulais faire. Fait que je me suis pris une job de couturière chez Bigarade. Et je n'ai pas été payée. Puis, à un moment donné, ben, je me suis rendu compte qu'on était plein de couturières dans ce cas-là. Fait qu'à un moment donné, ben, j'ai un peu organisé une manifestation devant son commerce. Puis, bref, des choses tout à fait banales. Puis, finalement, ben, en rencontrant d'autres couturières, moi, je savais plus trop ce que je voulais faire dans la vie, mais je savais que je voulais être entrepreneur. Tu sais, ça faisait partie de moi. Puis, je voulais quelque chose qui me faisait triper dans mes valeurs. Parce que souvent, tu sais, tu viens pas entrepreneur pour faire de l'argent, tu le fais pour transformer le monde autour de toi, tu sais, puis pour avoir pour le défi professionnel aussi. Fait que je me suis dit, une coop, ça serait hot, mettons, puis une coop de couturière, je trouvais que ça marquait l'imaginaire, tu sais, je trouvais que ça avait quelque chose de tellement simple, mais vraiment précieux en même temps. Puis justement, c'est vraiment aller chercher le monde, une coop de couturière, parce que justement, on a l'image de la couturière qui est devant sa machine, le dos cambré, avec des mauvaises conditions. On pense beaucoup à l'exploitation étrangère, mais il faut aussi se rappeler de l'exploitation qu'il y a ici. Donc, ça a commencé avec quelques personnes de mon ancien employeur qui ne m'avait pas payé, ainsi que mes collègues. Puis finalement, ben, ça s'est vraiment élargi maintenant, puis ça nous a permis d'ouvrir la discussion sur nos conditions de travail à nous, les couturières. Puis je me suis dit qu'au lieu d'être marquée par des expériences négatives, je préférais briller par l'exemple. Et c'est très difficile, évidemment, parce que dans le manufacturier, tout est une question on n'est même pas dans les heures, là, on est dans les minutes, dans les secondes. Tu sais. Fait qu'il faut être extrêmement productif et quand tes salaires sont élevés, c'est sûr que c'est un défi de plus. Nous, en plus, on paye un fonds de pension et des assurances collectives. Donc, ça rajoute une charge assez importante. Là, puis, on est presque, dépendamment de l'employeur, là, entre 1,50 et 2 $ de plus par heure que les autres ateliers pour le même type de travail. Tu sais, évidemment, il y a des différents types de couturières. Fait que, tu sais, mais je pensais jamais, honnêtement, que ça prendrait cette ampleur-là aussi rapidement, mais on en est bien heureux. Puis le modèle coop aussi, ça permet les employés ont envie de s'impliquer beaucoup plus dans l'entreprise, même bénévolement. Tu sais. Là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on réemménage notre premier atelier, qui est l'atelier qu'on appelle grand public, l'atelier 1 là, dans notre jargon. Et j'ai lancé un appel à tous aux couturières d'aller luncher avec la gérante de l'atelier 1. Puis là, ben, finalement, elle a un agenda de la mort parce que tout le monde veut s'impliquer pour réaménager l'atelier 1. Il y en a qui sont venus la fin de semaine nous aider pour faire le déménagement. Tu sais, c'est pas juste, ils le voient vraiment comme leur entreprise collective. Puis mon but sur le long terme aussi, c'est que là, tu sais, je suis beaucoup le visage de la coop Couturière Pop, mais je veux que la coop puisse exister sans moi. C'est vraiment une de mes priorités, là. Justement pour la pérennité de l'entreprise, mais aussi pour revenir au cœur de ce que c'est une coopérative de travailleuses, c'est-à-dire une entreprise qui est collectivement possédée. Moi, je n'en suis que la chef d'orchestre. Ah oui, écoute, c'est vraiment une belle explication. Puis on disait dans le prep call aussi, il y a des beaux modèles d'affaires au Québec pour des coopératives, là. Desjardins, Olimel, Agropur. Absolument. Des fois, on associe coopérative à amateurisme ou à communautaire. Puis ça peut être communautaire. Nous, on est très proche de notre communauté. Puis en même temps, on est des femmes d'affaires. On négocie, on est des entrepreneurs comme d'autres. C'est juste qu'on a un modèle d'entreprise qui est différent. C'est sûr que des fois, ça peut être démotivant parce que tu te dis, mon Dieu, je fais tout ça pour quelque chose qui ne m'appartient pas. Mais comme je disais tout à l'heure, je suis sûre que tout le monde qui est sur le panel en ce moment n'a pas décidé de se partir en affaires pour faire de l'argent. On l'a tous fait parce qu'on est des passionnés pour le défi professionnel puis aussi pour créer quelque chose qui correspond à nos valeurs. Oui, tu as sûrement raison. On posera la question, là. Je suis sûr que tout le monde va vous dire oui aussi. Prochaine question. Jonathan voulait parler. Ah, vas-y, Jonathan. Ben, j'ai une question pour toi aussi après. Fait que vas-y en premier, puis je pose la question après.
Pour compléter d'abord, bravo Camille, c'est super intéressant. Puis s'il y a une affaire que je trouve dommage, c'est que les couturières n'aient pas la reconnaissance auquel elles ont droit dans la société de façon générale. Ma grand-mère, elle faisait ses chandails, puis elle savait c'était quoi coudre, puis elle savait reconnaître ça. Aujourd'hui, ben, on achète un peu trop vite, puis un peu trop facilement, fait qu'on ne reconnaît pas ce travail-là. Puis pour continuer là-dessus, le Petit Champlain, c'est une coopérative. Donc, dans le Petit Champlain, on est propriétaire de nos propres bâtisses et on se loue nos propres bâtisses. Et grâce à ce modèle d'affaires-là, les marchands du Petit Champlain sont à peu près tous passés à travers la crise sans trop de problèmes. Sans trop de problèmes, on s'entend, là, mais les marchands du Petit Champlain vont passer à travers la crise parce qu'on n'a pas eu à négocier comme Raphaël des rabais loyers avec notre propriétaire. On est nos propres propriétaires. On s'est serré les coudes, on s'est mis ensemble. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a pour 1 an et demi à vivre là-dedans. Go, puis on s'est donné des rabais loyers, on s'est financé, on s'est mis ensemble, puis on est parti tout le monde ensemble là-dedans. Donc, il y a vraiment des gros avantages au modèle coopératif. Wow, bravo, c'est donc bien hot. Ça, c'est le fun. On ne savait pas ça. C'est vraiment fantastique ce que vous faites, Jonathan, j'adore ça. La question pour toi, Jonathan, quand vous parlez de relation avec le client, c'est quoi le plus spécifiquement? Vendre directement sur votre site ou recevoir toute votre image de marque? Mais en fait, moi, je fais une différence entre mon client et mon consommateur. Souvent, je parle de mon client comme étant une boutique qui revend au consommateur. Donc, mon consommateur, mon end user, ce qui est le plus important dans cette relation-là, à mon avis, c'est d'être capable de lui communiquer la valeur ajoutée que je réussis à mettre dans mon produit par rapport à un produit qui arrive d'Asie, par rapport à un produit qui est construit de façon plus ou moins durable. Et puis, mon produit vaut cher, puis je le vends cher, mais parce qu'il vaut ça, puis il va durer dans le temps. Mais comment communiquer cette information-là? Dans le passé, on s'est tout le temps fié sur nos détaillants pour la communiquer jusqu'au client. Toi, tu arrives chez un client, il y a un mur de bottes, tu demandes pourquoi celle-là est plus chère que l'autre. Le gars qui est sur le plancher, il va t'expliquer que, ben, ci ou ça, il va lire les étiquettes pour toi. Maintenant, je communique directement avec mon client. Je lui explique pourquoi mon produit vaut ce qu'il va payer pour puis qu'il va en avoir pour son argent. Puis c'est cette relation-là avec mon client qui, pour moi, vaut de l'or parce que je réussis à passer mon message directement. Ça répond à la question? Oui, probablement. Ça doit. Je crois que oui. Puis c'est la question qui nous avait été posée. Là, je suis rendu dans. J'essaie de faire le plus de questions possibles là, dans les quelques minutes qui nous restent pour le plus d'étudiants aient eu la chance de poser leurs questions. Raphaël, quel est le processus pour que tu commences à travailler avec un créateur? Comment tu prends la prise de contact? Comment tu visualises les collections? Oui, alors, en fait, on a 3 critères pour sélectionner les créateurs. Le premier, c'est est-ce que c'est fait éthiquement? Fait qu'est-ce que il y a un respect des matériaux, de la personne qui a fait le produit? Après, c'est est-ce qu'on trouve qu'au niveau esthétique, ça répond à l'idée qu'on a des produits qu'on veut proposer en boutique? Puis après, c'est est-ce que c'est local? Donc, on a quelques produits, comme je disais plus tôt, qui ne sont pas faits localement. Mais pour nous, principalement, c'est vraiment l'important, c'est que ça soit fait localement. Les gens peuvent nous envoyer des courriels, nous écrire sur Instagram. Nous, on fait beaucoup de prospection. C'est plus moi qui gère tous les fournisseurs, c'est ma chère Caroline, mon bras droit, qui est ma petite fille merveilleuse, qui a le flair et qui choisit les créateurs. Mais on reçoit beaucoup, beaucoup de candidatures aussi, dans le fond, par courriel. Des offres de partenariat d'un créateur ou d'une marque qui veulent travailler avec vous. Exactement. Julien, on me pose la question, quelqu'un t'a probablement trouvé sur le panier bleu. Comment s'est faite votre inscription sur le panier bleu, puis qu'en penses-tu de l'initiative gouvernementale? Écoute, c'est une bonne question. L'inscription s'est faite, je me rappelle plus comment, là, un peu entre 2 affaires en plein mois de mars. Je me rappelle pas vraiment comment je l'ai faite. Pour être honnête, les retombées du panier bleu jusqu'à présent pour nous sont presque nulles. Je n'ai pas eu grand-chose du panier bleu. Je sais que pour d'autres, ça a été super. Mais dans le fond, tu vois, nous autres, je vais faire ça rapidement, là, mais en avril, on a rassemblé 40 entreprises québécoises qui faisaient des produits ici, qui avaient à peu près le même genre d'image de marque que nous. On organisait un super gros concours. On faisait tirer 4 000 $ de produits.
Puis on a ramassé à la gang 35 000 courriels. Fait que ça, pour nous, ça a été vraiment plus intéressant sur nos ventes puis sur la notoriété. Puis ça a été quelque chose qu'on a partagé avec les 40 entreprises qui ont participé. Ça, vraiment, ça nous a vraiment plus donné un lift. C'était des initiatives qui étaient vraiment ciblées. Tu sais, pour ce que je pense du panier bleu, c'est mon opinion uniquement, mais tu sais, je veux dire, c'est un gros répertoire. Là, tu sais, c'est du web qu'on faisait peut-être au début des années 2000. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'aller mieux cibler les gens selon leurs intérêts, leur profil, mais ça pourra peut-être suivre. Oui, puis je me rappelle de votre concours que vous aviez fait. Là, c'est sûr que ça avait bien fonctionné. Ça avait circulé beaucoup, puis chacun mettait un peu mettait un cadeau. Fait que ça faisait une banque de cadeaux très, très impressionnante. Exact. Fait que c'est l'esprit de travailler ensemble. Puis rappelez-vous aussi pendant la pandémie, là, puis c'est beaucoup ma collègue Catherine qui a mené ça. Il y avait le hashtag mode solidaire, tu sais, pour démontrer la pertinence des entreprises québécoises. Camille, question pour toi. Est-ce que tu planifies de reproduire des coopératives dans d'autres régions du Québec? Oui. En fait, sur 5 ans, là, parce qu'on a réalisé nos objectifs sur 5 ans en 1 an finalement, j'aimerais, d'ailleurs, je le dis, s'il y en a que ça intéresse, j'aimerais fonder une fédération des coop de couturières ou des entreprises du textile. Puis une fédération, ça prend 5 entreprises coopératives qui œuvrent dans la même industrie, donc dans le textile. Là, j'ai des échos un peu partout. Là, je fais des rencontres comme je peux. C'est sûr qu'en ce moment, c'est pas ma première des priorités parce qu'on est très occupé à stabiliser la coop. Mais l'intérêt d'une fédération, là, c'est que il pourrait y avoir plein de coop couturière pop. Ça pourrait être coop costumière pop. Je sais pas, il pourrait y avoir des anciens du cirque qui décident de s'organiser. Il pourrait y avoir une gang de l'Estrie. Je sais qu'il y a beaucoup de couturières en Estrie. Ça pourrait être à Québec. Notre modèle, il s'exporte très bien. C'est un manufacturier. Puis, par la suite, réunir ces entreprises-là, l'intérêt, c'est que tous les frais d'assurance collective et de fonds de pension pourraient être assumés par la fédération. Et aussi, la fédération, elle représente un ensemble de main-d'œuvre. Et donc, ça nous donne un poids là, en termes de négociation lorsqu'il y a des accords économiques auprès des gouvernements pour faire de la représentation politique, qui est une chose qui m'intéresse beaucoup, évidemment. Pour, d'un côté, faire valoir les intérêts de la main-d'œuvre dans l'industrie textile. Et de l'autre côté, s'assurer que les conditions sont bonnes pour que les salaires soient plus élevés. Parce qu'il ne suffit pas que les salaires soient plus élevés, il faut aussi que les conditions fassent en sorte qu'on puisse avoir des salaires plus élevés et que ce soit soutenable là, sur le long terme. Donc oui, c'est un projet. Évidemment, moi, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, moi, je suis très, très disponible pour les gens de l'industrie de la mode qui veulent en savoir plus sur le modèle coopératif, parce que c'est très important pour nous. Donc, évidemment, là, si quelqu'un veut en savoir plus là-dessus ou aimerait qu'on se parle rapidement au téléphone, ça va me faire plaisir. Peut-être qu'ils peuvent entrer en contact avec Mathieu Lagrappe. info@mmod.ca. Je vais vous mettre en contact avec Camille, ça va nous faire vraiment plaisir. Peut-être en une phrase, chacun de vous, là, ça s'adresse peut-être à tout le monde. Là, croyez-vous qu'il est obligatoire d'avoir des études universitaires pour réussir dans le domaine de la mode? Je ne sais pas qui veut commencer. Je pense pas que c'est nécessaire. Je pense que la réponse la plus simple, ce serait non. Là. Non pour toi? Mais pour moi, non. Ouais. Raphaël? Moi, je n'ai pas étudié en mode. Fait que ça, souvent, j'aime bien le préciser. Mais c'est sûr que mes études m'ont aidé à avoir une structure, disons, une façon de réfléchir les choses. Mais honnêtement, ça dépend toujours de l'expérience que tu as, de la curiosité, du réseau de contacts que tu te crées. Je pense qu'après ça, tu sais, moi, mon père, mes 2 parents, ils se sont lancés en affaires, puis les 2, ils n'ont pas de bac. Fait que c'est la preuve concrète que ça marche. Jonathan? Mais faites vos études, c'est mieux. Jonathan? Oui, c'est ça, j'allais dire. On parle à qui, là, Mathieu? Là? On parle à nos étudiants. Il y a des étudiants du cégep et des étudiants de l'université. Et tu me demandes si c'est important, les études? Ouais. C'est la question qui nous est posée, mais je pense que ça prend... Je te laisse répondre. C'est toi, la question vous t'est adressée. Je ne sais pas transférer. Je la trouvais bonne. Sans être... Non, clairement, c'est pas obligatoire. Clairement, ça t'amène un avantage ou c'est ça t'amène un avantage où c'est un gros plus, mais ça prend d'autres choses. C'est un panier, l'expérience, le goût, le désir d'apprendre, d'évoluer est aussi important. Camille?
Écoute, moi, je suis lourdement TDAH, donc l'école, pour moi, c'est une souffrance extrême. D'ailleurs, j'ai jamais fini mon DEC, donc mon plus haut niveau de diplomation est un secondaire 5, mais ce qui compte réellement, là, c'est très important, les études. Okay? Je tiens à le dire tout de suite. Ceci dit, ce qui compte au-delà des études, c'est une immense curiosité pour le monde qui vous entoure. Parfait. On va conclure. J'ai une dernière question qui est ressortie 2-3 fois dans l'échange. Ça concerne la production locale. Puis, je sais que, comme je connais chacune de vos entreprises, là, vous êtes des fervents de la production locale. J'aimerais vous entendre un petit peu sur l'importance de produire ici, l'importance, surtout dans le cas de Camille, là, de l'EPI, l'équipement de protection individuelle, d'avoir une souveraineté d'être capable de faire ces équipements-là ici au Québec. Jonathan, tu disais que ça faisait 75 ans ou 70 ans que votre entreprise familiale fonctionnait. Je sais aussi que, on disait tantôt que tu étais le plus grand manufacturier de bottes au Canada, là, fait au Canada. Julien, la même chose, ton produit est fait ici, tu en as parlé tantôt. Puis Raphaël, tu le disais que c'était très important, là, la source de ta production, puis la majorité il y a des marques que tu avais dans ta boutique qui étaient locales. Où est-ce que s'en va notre production locale? C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi votre prévision? Il y a toutes sortes de choses qu'on entend. Le pays prend beaucoup de place. Je veux vous entendre un petit peu sur la production locale, là. Je ne sais pas qui veut commencer parmi vous. Écoute, je pense que Camille démontre clairement que l'enjeu de main-d'œuvre peut être solutionné. Là, moi, je t'entends parler et je suis comme juste impressionné par à quel point tu as été capable de rassembler des gens. Puis je t'écoute parler, c'est super inspirant. Puis je peux comprendre que les gens veulent se rallier autour de ce que tu fais. Là, c'est vraiment admirable. Écoute, la recherche de la main-d'œuvre, c'est tough. Là, je pense que la pression d'envoyer ta production à l'extérieur, elle est constante. Nous, c'est un choix qu'on renouvelle constamment de conserver notre production ici. Ça serait vraiment plus facile d'envoyer nos produits à être fabriqués en Chine. Mais tu sais, nous, on aime ce qu'on fait. On aime quand les gens portent nos produits. On aime quand les gens ils reviennent nous voir et disent « Hey, ça fait longtemps que j'ai ce bijou-là, je l'ai, je le porte tout le temps. » Il y a une fierté d'en fabriquer quelque chose. Puis les gens qui sont dans notre équipe, qui fabriquent, ils aiment, ils adorent ce qu'ils font. Puis, on est capable de le rendre. Fait que, c'est pas facile comme choix, mais je pense que c'est un choix qui est nécessaire. Puis, disons, la pandémie met vraiment en évidence toute la chaîne d'approvisionnement. Puis, nous, évidemment, vu qu'on fabriquait ici, ça a été plus facile de fournir certains clients puis de remplir nos commandes en ligne que peut-être certains qui avaient, disons, des commandes qui étaient en attente en provenance de la Chine. Donc, ça s'est avéré être peut-être un avantage dans certains cas. Mais, au niveau financier, c'est sûr que, c'est toujours un choix qu'on a à renouveler. Là, Raphaël? Mais en fait, pour moi, c'est que depuis que j'ai lancé mon entreprise, c'était comme pas une question. Dans le sens que c'était sûr que j'allais travailler avec des gens qui fabriquent ici. Après ça, c'est sûr que ça amène des défis. C'est sûr qu'il y a moins de quantité, que les prix, notre marge est beaucoup plus basse que ce qu'on peut aller chercher dans des produits faits ailleurs. Mais j'ai à peine effleuré l'idée d'aller chercher des produits qui viennent d'ailleurs. C'est vraiment des produits très spécifiques qu'on jugeait que c'était vraiment mieux de les prendre ailleurs, mais avec la pandémie, ça a juste démontré la richesse d'avoir des produits qui sont faits localement. Pour nous, on avait du stock en boutique. Je suis allée magasiner pour le pop-up genre chez Ikea, là. Il n'y a plus rien nulle part. C'est vide. Et en ce moment, on voit à quel point justement tout ce qui est fait à l'étranger, il y a moins de stock, là. Fait que, nous, nos créateurs, ils produisent, on a du stock, nos boutiques sont pleines, on n'a pas ce problème-là. Puis, c'est sûr que chaque item a son histoire. Fait que ça, pour nous, c'est aussi ça qu'on vend aux clients. On vend l'histoire de chaque créateur. Donc, ça a une richesse aussi en tant que qualité de produit, que qualité de confection. On voit la différence. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est même pas une question. Jamais je vais aller chercher, malheureusement, en tout cas, vraiment pas demain matin aller chercher une marque qui est faite dans des conditions qui ne fitent pas avec nos valeurs, c'est trop important. C'est vraiment à l'essence même de l'entreprise. Fait que c'est sûr que pour nous, c'était déjà ancré dans ce qu'on faisait avant la pandémie. Fait que ça n'a pas changé. Mais j'ai l'impression que ça crée quand même
des questionnements dans différentes entreprises, puis c'est bien. Puis justement, la coop de couturières, je pense que c'est une preuve que c'est possible aussi d'avoir de la main-d'œuvre. Donc, c'est vraiment encourageant pour le futur, là. La main-d'œuvre, c'est un gros enjeu. C'est probablement le plus gros enjeu de rapatriement de la production ici au Québec. Jonathan? Tu sais, dans la vie, on veut avoir, en tout cas, je vais parler pour moi, je veux avoir un impact. Et puis, moi, je ne le sens pas que je peux avoir un impact en allant chercher mes bottes fabriquées au Vietnam ou en Chine, puis en ramenant ça ici, puis en le vendant dans une boutique de Québec. Alors que quand je fabrique mon produit ici, je sens que je peux avoir un impact. Je peux avoir un impact sur mes employés, ma gang qui travaille chez nous. Je peux avoir un impact positif sur l'environnement parce que je fais des produits qui sont durables dans le temps. Je peux avoir un impact sur le client qui se sent fier de consommer local. Je peux avoir une série d'impacts et puis je me sens beaucoup plus puissant. C'est peut-être mon problème égocentrique à moi, là, mais je me sens beaucoup plus avec moi-même de produire localement. Puis tu demandais où est-ce que ça s'en va, tu sais. Je ne sais pas où est-ce que ça s'en va exactement, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la production qu'on outsource en Asie, c'est nos problèmes qu'on outsource en Asie. Puis à un moment donné, ces problèmes-là vont nous péter dessus d'une façon ou d'une autre, là. Que ce soit des rivières polluées, que ce soit des gens qui sont plus capables, qui ont une espérance de vie de 40 ans. Peu importe, c'est nos problèmes qu'on renvoie chez les autres. Puis ça va nous revenir à un moment donné. Puis il va falloir payer pour. Fait que aussi bien être responsable aujourd'hui dans notre consommation, consommer moins, consommer mieux, j'y crois, puis je travaille pour ça chez nous. Oui, totalement. Puis on l'a vu, tu sais, qu'on envoyait nos problèmes, ça coûte beaucoup moins cher faire des blouses de protection puis des masques en Asie. Depuis des années, le Québec s'approvisionnait là-bas, puis on avait perdu ce savoir-faire-là ici. On a été obligé de le trouver en quelques semaines. Tu sais, on l'a fait, mais il faut le garder ici maintenant. Là. Ça revient un peu à ton problème. Ça revient un peu au point que tu dis, Jonathan, qu'on ne veut pas pousser notre problème vers l'étranger. Tu sais, on doit l'adresser ici comme on est. Camille, sur la production locale, qu'est-ce que tu peux conclure? Écoute, Jonathan amène un excellent point. Tu sais, pour nous, les manufacturiers, notre compétiteur, c'est pas les autres manufacturiers. Au Québec, il y a plus de production qu'il y a de personnes capables de les faire. Notre vrai compétiteur, pour nous, les manufacturiers, c'est les ateliers de la misère là, qui profitent du bas coût de la main-d'œuvre à l'étranger. Donc, c'est contre eux qu'on compétitionne. Effectivement, je le vois pour les designers, pour les entreprises d'ici, c'est pas le choix facile ou naturel de faire une production locale. Ceci dit, je pense que de plus en plus, tu sais, pendant un certain moment, on ne s'est pas mis face à face avec nos contradictions, c'est-à-dire qu'on n'acceptait pas l'exploitation ici, mais on était consommateur de l'exploitation ailleurs. Puis je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on devient conscient de ça. Même ici, au Québec, moi, j'ai visité énormément d'ateliers. Puis il y en a qui je vous dis, j'ai envie de pleurer en sortant de ces ateliers-là. Puis je pense, tu sais, des fois, n'importe qui, passer une journée comme couturière, là, je vous dis, vous ne serez plus jamais capable d'acheter du fast fashion. Tu sais, ça devient, moi, ça me lève le cœur. J'ai trop d'amour pour les gens, pour les êtres humains, pour être consommateur de ça, parce qu'on se retrouve à être complice de l'exploitation. Donc, ça, c'est le premier lieu. Puis, si on veut plus de main-d'œuvre, bien, il faut aussi qu'on donne le signal que les conditions de travail sont suffisamment bonnes parce qu'il y a des couturières qui ont décidé de changer de métier totalement, qui pourraient décider de revenir. Et pour nous, c'est le cas. On a des couturières qui avaient tout simplement changé de métier, qui sont revenues, mais avec la coop, ceci. Donc, évidemment, les EPI, les équipements de protection individuelle, les jaquettes médicales, c'est une opportunité gigantesque pour les manufacturiers. Et j'espère, moi, ce que j'espère, c'est qu'il y ait plus de relève dans le manufacturier. Tu sais, moi, je suis une des gens, j'ai 27 ans. Tu sais, on n'est pas beaucoup à avoir choisi comme plan de carrière d'ouvrir une usine de couture. Tu sais, je comprends que c'est pas nécessairement le choix sexy, mais c'est aussi un lieu où notre créativité, elle peut s'exprimer différemment. Nous, notre créativité, elle s'exprime dans la façon dont on organise le plancher, dont on organise l'environnement de travail, dans notre modèle d'entreprise. Et je vous dis d'entendre les couturières rire sur l'heure du midi puis devenir des amis après la job, c'est une récompense exceptionnelle. Bien, merci, Camille.
Comme mot de conclusion, est-ce que si vous vous adressez à des étudiants de première, deuxième, troisième année au collégial, soit en production, en gestion de la production, en commerce, en design, la même chose à l'ESM, des étudiants en première, deuxième, troisième année qui étudient la gestion de la production, commerce, design, ça serait quoi le message que vous voulez leur donner à ces étudiants-là? Puis peut-être un peu un message aussi d'avenir de où est-ce que s'en va l'industrie de la mode, quelles sont les prochaines étapes, comment on va passer à travers le COVID, qui veut se lancer en premier? Je me souviens plus du début de ta question, c'était trop long. C'est quoi le message? C'est quoi le message qu'on veut donner aux étudiants de nos écoles de mode? Vous êtes des entrepreneurs, c'est quoi le message que vous voulez transmettre? Il y a Raphaël qui lève la main avant toi, Jonathan, désolé. Ah, OK, c'est correct. Il n'y a pas de stress. Premièrement, je pense que, tu sais, là, ce soir, on est quand même 4 entreprises qui ont des valeurs similaires, qui prônent justement l'achat local, la production locale, etc. Donc, c'est sûr que de se tenir informé, de rester actif dans l'industrie, je pense que c'est la première chose. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, il faut être mobile. Et c'est ça que je suis en train de vraiment découvrir, c'est la beauté d'avoir une structure qui peut s'adapter selon les situations. En ce moment, avec la COVID, c'est quand même quelque chose, puis ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais j'ai quand même envie de faire une petite parenthèse. C'est un contexte vraiment particulier. Tu sais, vraiment, tu sais, en ce moment, j'ai peut-être une fille qui a la COVID. Après ça, tu sais, il y a des choses qui se passent que tu n'as pas le contrôle. Mais il faut rester, je pense qu'il faut rester vraiment focus puis pas trop se projeter. Ce que moi, j'ai complètement comme... Je suis quelqu'un qui me projetait constamment sur les projections financières, où est-ce qu'on s'en va, etc. Fait que je pense qu'il faut rêver. Il faut croire en, justement, les capacités de l'humain. Tu sais, l'humain a tellement de potentiel. Quand on se mobilise, quand on se regroupe, c'est fou ce qu'on peut faire. Fait que je pense qu'il faut juste être connecté à ce qu'on veut vraiment, être connecté avec nos valeurs. Fait que quand tu es connecté avec tes valeurs, ben c'est que tu fais quelque chose avec tes mains qui est aligné et qui vient justement créer de la richesse autour de toi. Puis pour moi, en ce moment, avec toute la situation qui est super imprévisible, j'essaie le soir de me boire un petit verre de vin, de décrocher un peu, d'avoir du plaisir, de transmettre à mon équipe justement le travail, mais dans le plaisir, comme tu disais, Camille. Tu sais, on est dans une situation super anxiogène. C'est difficile de se trouver de l'emploi. Il y a des offres, mais c'est difficile en ce moment pour tout le monde. Puis je pense qu'il ne faut pas s'isoler puis penser que tout va finir demain matin. Je pense qu'on est la preuve aujourd'hui qu'on est 4 entreprises qui ont un potentiel et on n'est pas les seuls. Donc, c'est vraiment, je pense, de rester optimiste malgré que c'est plus difficile, mais aussi d'être doux avec soi, pas trop se mettre de pression parce qu'on n'a pas le contrôle de bien des choses en ce moment. Fait que de faire ce qu'on aime puis de propager un peu de beauté autour de soi, c'est un peu ça que je fais au quotidien, disons. Et pendant, juste finir, on a des offres d'emploi en ce moment, fait que si jamais il y a des étudiants qui cherchent, gênez-vous pas. Stationservice.co pour les trouver. Là, tu es sur mute, mais c'est ça. J'ai donné la bonne adresse. OK. Julien, ton message pour notre communauté étudiante, ça serait quoi? Moi, je vous dirais de vous lancer sur des problèmes qui vous passionnent. Tu sais, dans le fond, tantôt, on posait la question à savoir si c'est nécessaire de finir l'école pour se lancer en entrepreneuriat. Je pense que, tu sais, ça aide définitivement, mais tu sais, si vous êtes passionné par un problème ou quelque chose que vous voulez solutionner, vous allez pouvoir mettre les efforts à l'intérieur de ça sans compter les heures, ça ne sera pas un poids, tu sais. Puis moi, dans le fond, pour nous, ce qui s'est ouvert comme problème ou comme situation qu'on essaie de s'acharner dessus, c'est vraiment au niveau du web, tu sais. Puis on a reçu énormément de stagiaires. Puis moi, je vous inviterais, tu sais, ceux qui sont en commercialisation puis qui veulent apprendre à commercialiser des produits de mode, intéressez-vous au web. Tu sais, c'est vraiment important, pas juste Facebook puis Instagram, là, tu sais. Comment on envoie des bonnes infolettes, comment on fait, tu sais, Jonathan tantôt parlait de cultiver le lien vers le consommateur, comment on fait pour communiquer clairement c'est quoi notre entreprise à quelqu'un qui est derrière un écran puis qui soit comme « Hey, ça me parle ça ». Mais tu sais, ça, c'est tough puis ça se fait pas
oui, ça peut s'apprendre dans les livres, mais ça se fait aussi en l'essayant puis en travaillant sur un problème qui te passionne. Tu sais, je veux dire, on en fait des tonnes de projets technologiques, puis nous, c'est vraiment là-dessus que ça nous a lancé. Fait que moi, je vous dis, tu sais, si vous voulez ajouter une corde à votre arc, puis moi, c'est sûr que c'est ce qu'on va considérer quand on va passer les prochaines personnes en entrevue. On engage très bientôt une graphiste puis une personne pour la gestion de nos communications. C'est vraiment leur compétence au niveau technologique parce que c'est pas juste disons une mode, là. C'est là pour rester. Donc, tu sais, ceux qui savent les utiliser vont vraiment se démarquer. Merci, Julien. Jonathan? Les dinosaures sont tous morts. Ils étaient forts, ils étaient gros, ils dominaient, mais ils n'ont pas été capables de s'adapter. Puis moi, ben, c'est ça, si j'ai un message à laisser, je suis tout à fait d'accord avec ce que Raphaël, Julien ont dit. Je vais sûrement être d'accord avec ce que Camille va dire, mais il faut être capable de s'adapter, il faut être flexible, il faut être dynamique, il faut être agile. Puis, tantôt, on demandait si l'école, si c'était important de faire un diplôme en mode pour performer dans l'industrie de la mode. Peu importe, il faut être flexible, puis de faire son diplôme, de faire ses études, ben, ça rajoute des cordes à son arc pour être capable d'être flexible puis de s'adapter. Parce que les dinosaures sont tous morts. Ouais. Merci, Jonathan. Camille? Excellent, Jonathan. Mais c'est vrai, tu sais, puis moi, je pense qu'une des choses qui m'a marqué l'industrie de la mode et que je souhaite pour les élèves, je pense qu'ils doivent entrer dans l'industrie avec cette attitude-là, c'est à quel point on est une industrie qui est unie. Je pense que on a tous bien compris qu'on n'avait pas le choix de se tenir les coudes ici au Québec pour réussir. Et surtout pendant la COVID, là, c'est comme si tout le monde, on essayait le plus possible de rester proche, puis on s'est tenu de même, ça nous a vraiment servi. Puis si vous avez, des fois, on ne sait pas trop. Je me souviens quand j'étais étudiante, j'avais l'impression que c'était froid, que c'était très compétitif. Puis au contraire, moi, j'ai découvert que mes clients ou mes fournisseurs, c'était aussi vraiment des partenaires d'affaires, puis ils étaient déterminés à notre réussite commune. C'est bon pour tout le monde, dans le fond. Là. Même si, des fois, nous, à la coop, on peut être vu comme un peu taquineux, là, parce que, disons qu'on est agressif sur les salaires, sur les conditions, mais c'est pour le bien de tous. Fait que ça, je vous invite vraiment à avoir la même attitude dès maintenant avec vos collègues de classe. C'est vos partenaires pour le futur. Moi, j'ai plusieurs de mes collègues de classe qui sont devenus mes clients, même qui m'ont envoyé leur CV, qui maintenant travaillent pour plein d'autres entreprises. J'ai une amie qui travaille chez Logistique, dans d'autres brands. Puis vous allez être surpris à quel point vos collègues dans ce moment à l'école vont peut-être être vos collègues ou vos clients ou des partenaires d'affaires. Bien, merci beaucoup, Camille. Merci à vous trois pour ce beau message-là. Comme mot de conclusion, je veux juste simplement dire aux étudiants à quel point ils sont chanceux d'avoir un personnel de direction dans leur école respective, là, que ce soit Marie-Ève Fost à l'École supérieure de mode, Marco Roy au Collège Marie-Victorin, au Collège La Salle, François Bousquet, Valérie Masson au CNDF, il y a Hélène Plante là, qui sont vraiment impliquées dans la grappe. Merci à vous d'être la voix de toute votre institution auprès de la grappe M-Mode. Je veux aussi remercier les enseignants qui sont sur notre comité d'enseignants chez M-Mode. Donc, c'est eux qui sont derrière l'organisation du panel d'aujourd'hui. Donc, Alexis Labouze et Naoufel Rémilly à l'École supérieure de mode. Il y a Caroline Bécotte et José Boutin au Collège Marie-Victorin. Jean-Pascal Simard au Collège La Salle. Hélène Plante et Caroline Allard au CNDF. Donc, merci à vous de votre temps que vous donnez à M-Mode pour pouvoir qu'on fasse des activités pour nos élèves. Je veux vous remercier tous les quatre, Camille, Jonathan, Julien, Raphaël, pour le temps que vous avez pris ce soir. C'est super apprécié. Merci pour les codes promo. Je vais les redire une dernière fois, puis je vais les communiquer aux directions d'école, puis aux membres de notre comité d'enseignants là, pour qu'ils puissent les faire circuler. Donc, chez Weldon, c'est à la mode 10, ALAMODE10. Chez Amimoc, c'est M-Mode 10, donc MMODE10. Chez Station Service, c'est École Mode 10, donc ECOLEMODE10 chez Station Service. Fait que merci beaucoup pour votre temps à tous les quatre. C'est super que vous avez pris
le temps ce soir. Puis on a reçu beaucoup de commentaires dans le chat là, sur votre investissement puis le temps que vous avez pris pour parler aux étudiants ce soir. Fait que merci, c'est super apprécié. Merci. Bye tout le monde. Merci, salut.